Salut, c'est les Jérôme. Allez hop, on attaque les planchers du grenier. Pour les solives, on a encore toutes les longues solives qui étaient au premier étage, plus quelques autres pièces plus courtes. Normalement, il y a tout juste assez pour tout faire. On a tout compté et les longues boiseries seront coupées en deux. Tout ça est indiqué sur notre fiche de débit. Alors, c'est parti! Chaque longue solive de 4 mètres est coupée en deux parties, qui ne sont pas égales, car ça dépend de leur emplacement. Car, au grenier, on a placé les poutrelles de façon à ce qu'on puisse réutiliser l'entièreté de ces solives sans aucune chute, ou presque, car on coupe tout de même les tenons aux extrémités. Tout est numéroté pour ne pas s'y perdre. De 23 et demi. Et voilà déjà un bon paquet de faits. Pour une première série de solives, il nous en fallait de 2,50 m et 2,70 m, ce qui aurait laissé des chutes inutilisables comme solives, car trop courtes. Mais on s'en est sorti avec des solives qui restaient durées, et aussi en coupant des longues solives dont une partie était trop endommagée, et on a gardé celle-là pour cet usage. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Au niveau des coupes de boue, cela a l'air un peu spécial, mais on va vous expliquer. Avant toute chose, on peut maintenant bien nettoyer le bois. Il y en a certaines qui ont été un peu attaquées, et il faut purger tout ce qui n'est plus bon. Juste après le nettoyage, on passe au rabotage. Et oui, inutile de préciser que plus rien n'est droit et qu'il faut rectifier le dessus. Une à une, elles sont rabotées jusqu'à obtenir une face bien plane. Bon, alors évidemment, on a toujours bien fait de s'assurer qu'il n'y avait pas de clous dans le chemin, et au besoin les extraire ou les enfoncer suffisamment pour ne pas risquer d'endommager les outils. On en a fait au rabot manuel, mais le bois est à nouveau très dur, ce qui nécessite de nombreux affûtages des fers. Alors comme maintenant on a un rabot électrique, on s'est facilité un peu la tâche. Au niveau des découpes, pour pouvoir avoir les bonnes longueurs, on était tout juste. Du coup, pour les plus longues qu'il nous fallait, pour l'appui, on a utilisé ce qui était le côté haut de la solive, qui a quelques centimètres de plus. Et comme on retourne la solive, le dessous devient la face à raboter, et doit être en bon état, ce qui n'était pas le cas de toutes les solives. On a donc fait attention en les assignant de prendre celles endommagées dessous pour les plus courtes, ici les parties B et D, et garder celles qu'on pouvait retourner pour les parties C et E. Bref, tout ça pour gagner quelques centimètres, néanmoins nécessaires. Pour faire les surfaces d'appui sur les poutrelles,
on s'est lancé dans une idée un peu saugrenue. Comme toutes les solives font grosso modo la même hauteur et qu'elles ont maintenant toute leur face du haut bien plane, on a monté une espèce de petit chariot sur lequel on a ancré la tronçonneuse de manière stable et horizontale. L'idée est de faire d'une traite toutes les tailles des appuis sur les faces inférieures des solives. En plus de nous faire gagner du temps, cela nous permettrait de n'avoir qu'une seule épaisseur de cale à façonner, ce qui serait plus facile. Enfin, on aimerait beaucoup quoi. Et on va voir tout ça. Bon, eh bien, ça fonctionne, sauf que pour certaines solives, vu leur état, il faudrait encore être plus bas. Et puis au final, après avoir testé, la surface est trop irrégulière et pas parfaitement parallèle au-dessus, ce qui est important avec notre mode de pose. Tant pis, on aura essayé. L'ajustement se fait donc au ciseau à bois. Par contre, pour les encoches des semelles des poutrelles, comme pour le premier étage, on peut faire quelques traits de scie circulaires et ça va tout seul. En plus, ça ne doit pas être hyper précis non plus. De l'autre côté, pour les appuis, c'est une autre histoire. Il faut qu'on retrouve une surface à la fois saine et plane pour un bon appui. Mais qui soit aussi dans le plan avec le haut de la solive, et pour cela, comme la solive est retournée sur la face rabotée, sur un établi de niveau, on cède d'un niveau à bulle pour vérifier que l'appui est parallèle, ou en tout cas suffisamment. Et avec des bâtons à bournoyer, il nous faut aussi vérifier que les deux appuis sont parfaitement alignés. Pour les parties plus longues sur le dessous, vu les encoches à faire pour les poutrelles, ce n'est donc pas du tout un souci. L'encoche est juste un petit peu plus courte. Une fois tout ce bois taillé comme il faut, on a passé, comme toujours, une protection du bois avec un produit qui n'est pas nocif pour l'environnement. Et puis après 2 couches et le séchage qui s'ensuit, on les a montés sur le remplacement définitif. Une fois les anthrax marqués sur les poutrelles, les solives sont déjà montées en place.
Comme au premier étage, il faudra tout caler, et c'est avec la règle de maçon disposée entre les deux poutrelles qu'on détermine le niveau, pas de laser ou autre guide de niveau. Dans notre phase de réflexion sur la structure, on a décidé de ne pas reprendre les entrées de charpente comme nouvelle structure porteuse et que les solives passeraient au-dessus. Pour certaines, c'est un peu juste, alors on va creuser une entaille. On place nos repères, et puis un petit coup de tronçonneuse fait le reste. Bon, il y en a quand même quelques-unes pour lesquelles il faut faire ce travail. Pour faire nos repères, on utilise la règle qu'on positionne entre les deux poutrelles sur le trait de l'anthrax des solives. Puis avec un morceau de bois bien droit, on s'appuie à la perpendiculaire sur la règle, toujours du même côté, pour reporter le trait d'anthrax sur l'entrée. On connaît la largeur de la solive, ce qui permet de tracer les traits sur les côtés. Et on reporte également la hauteur de la solive depuis le bas de la règle. Bon, avec un petit centimètre en plus pour laisser un espace. Et voilà. Pour les 3 solives les plus aux extrémités des poutrelles, on a tout de même décidé de les faire reposer sur l'entrée. Cela ne posera aucun problème de portance au vu de la section des boiseries, d'autant plus sur les côtés. Et qui plus est, on est dans le coin du toit, où on n'aura même pas la place pour charger bien méchamment cet espace. Le plus gros avantage, c'est surtout que ça nous a permis d'économiser les plus grandes solives, et ici de réutiliser des boiseries plus courtes. Pour celle-là, on a donc fait une encoche plus traditionnelle dans laquelle la solive viendra se reposer. Et voilà, toutes les solives passent au-dessus, ou on leur encoche pour celles des côtés. Vient maintenant le moment tant attendu du calage. Ouais! On teste avec toutes sortes de cales de différentes épaisseurs, puis une fois qu'on a ce qu'il faut, on mesure la hauteur du tout avec un pied à coulisse. Tout est consigné dans un carnet, car l'établi où on va fabriquer les cales est 2 étages en dessous, alors autant limiter les déplacements, déjà qu'on n'arrête pas de monter et descendre. Pour faire les cales, on réutilise des morceaux de la poutre en chêne qu'on a retirés du mur au rez-de-chaussée. On en coupe des tranches de 9-10 cm d'épaisseur. Ici, c'était le morceau avec le trou pour l'ancienne porte. Et de ces morceaux, on va en faire les cales. Comme on peut le voir, le bois, même en profondeur, a subi quelques attaques et il y a quelques trous. On l'a raboté pour réduire l'épaisseur à 9 cm, qui est la largeur de la semelle de la poutrelle où va reposer la cale. Et puis on en recoupe une tranche à l'épaisseur voulue, avec une petite marche bien sûr. L'épaisseur finale est atteinte avec le rabot, surtout qu'il faut un côté légèrement plus épais que l'autre, vu que la semelle n'est pas parfaitement horizontale.
Ensuite, on coupe le morceau, on note son emplacement, et il n'y a plus qu'à aller les positionner. Bon, bien sûr, après coup, il a aussi fallu corriger ici ou là l'épaisseur en retirant un peu de matière car on allait très progressivement dans le rabotage. Tout cela malgré les problèmes d'équirage de certaines de nos poutrelles. Il y en a, ça va, mais d'autres, pas du tout. Alors que bon, pourtant, on est dans les limites de tolérance du fabricant. Mais bref, on a pris comme référence la partie haute, le creux sera résorbé par la jute. On a donc continué à faire des tranches avec les billons de la poutre pour fabriquer beaucoup de cales, et toutes sur mesure, pour pouvoir enfin terminer la pose. Encore un petit détail. Sur les solives de rive, au niveau des entrées, eh bien, cela tombe en plein dans l'angle qu'on a renforcé avec un plat métallique. Donc pas possible de passer au-dessus, ni de faire une encoche. Comme solution, on a soudé un étrier en acier à ce plat, on traitera ensuite anti-rouille. C'est assez solide, mais encore une fois ici, la charge à reprendre est assez anecdotique. Après avoir installé toutes les cales qui sont aussi collées et vissées, on dispose le feutre de jute et c'est fini. Eh ben oui, ben non, car c'est là qu'on a été témoin de la collision entre deux chantiers en parallèle, dont un qu'on a un peu mis de côté et qu'on avait perdu de vue et qui nous rattrape maintenant. En effet, pour cette dernière partie, le long du mur, on doit encore mettre une muralière. Sauf que le milieu a un passage et tout à droite il n'y a pas assez de pierres. Sans compter que de l'autre côté, là où il manque des pierres, c'est l'endroit où se trouvent les solives qui ne reposent que sur des petits morceaux de briques instables qu'on avait découverts lors de la première intervention dans la tourelle. Et dans le coin, un trou béant. Bref, on ne peut pas remonter le mur de l'autre côté et ne rien faire ici, ce serait le risque de devoir ensuite défaire la maçonnerie, ce qui ne sera plus possible. Il va donc falloir intervenir ici également. Mais avant, dans le prochain vlog, on va vous montrer ce qu'on a déjà fait dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.